Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence. Merci aux personnes en ligne qui sont connectées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un webinaire sur les connectivités écologiques vers la transparence du réseau écologique. Ce webinaire est hybride, donc on a des personnes qui sont en présentiel et des personnes qui sont en hybride, en visio. Pour les personnes en visio, vous pouvez mettre des messages dans le petit onglet questions-réponses et nous vous répondrons bien sûr à la fin. Votre micro est désactivé. Ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur notre site internet. Nous allons présenter tout d'abord Arpastrans, ensuite revenir sur les enjeux de biodiversité urbaine, présenter notre démarche IPC, l'indice de potentiel de connectivité écologique. On rajoute un nouvel acronyme. Ensuite, nous reviendrons sur les expériences de deux collectivités locales que je présenterai tout à l'heure. Et nous allons revenir sur les usages de cette approche qui est liée justement à la connectivité écologique. Il s'agit du deuxième webinaire lié à notre grand cycle sur la biodiversité urbaine, depuis la planification jusqu'aux actions concrètes. Il restera un dernier webinaire le 5 décembre sur le génie écologique urbain. Aujourd'hui, je suis accompagné de Hervé Mohal, consultant expert en connectivité et cofondateur de Harpastrans, de Maxime Dupont, qui est directeur de projet stratégie et développement pour le pôle Gondwana, donc le pôle biodiversité, de Corian Burgelin, chargé de mission biodiversité pour la ville d'Aulnay-sous-Bois, de Lisa Arlandon, responsable de l'inventaire du patrimoine biodiversité de la ville de Gennevilliers, et de Farid Chic, responsable du service espace vert de la ville de Gennevilliers. Je suis moi-même Victor Lavisse, directeur de l'activité biodiversité et paysages de Harpastrans. Rapidement, qui sommes-nous? Harpastrans, c'est une société de conseil en immobilier durable qui existe depuis 30 ans, avec en cœur de métier et comme ambition de créer ensemble un immobilier et des villes, des territoires à impact positif. Nous sommes la première société de conseil en immobilier certifiée Picor depuis 2017. Notre activité se structure en 4 pôles d'activité. Un pôle de programmation et d'AMO projet qui vise à concevoir des stratégies immobilières axées sur la performance d'usage, un pôle sur la stratégie durable et les transitions environnementales, un pôle de workplace design et d'expérience, et bien sûr un pôle de biodiversité et de paysage qu'on appelle aussi Gondwana. Gondwana, c'est 20 écologues, 360 clients, plus de 500 études écologiques réalisées chaque année, 2000 arbres inventoriés, 7 assesseurs biodiversity et Finature et 2 thèses de doctorat. Ces thèses ont porté sur des sujets notamment de connectivité écologique, une thèse portée par Hortense Serré en 2011 sur l'intérêt des jardins d'entreprise en matière de biodiversité et une thèse réalisée par Paul Savary sur les graphes paysagers et la génétique des populations. Le pôle biodiversité et paysage, c'est 3 grandes activités, des activités de stratégie de biodiversité en lien avec les réglementations européennes et nationales, taxonomie européenne, CSRD. Donc, on accompagne nos clients pour définir des feuilles de route, des plans d'action pour justement intégrer ce sujet de biodiversité dans leur stratégie RSE, voire même dans leur stratégie globale d'entreprise. Une expertise d'ingénierie du vivant avec des écologues naturalistes qui vont réaliser des volets faune-flore d'études d'impact, des études écologiques, flash, des diagnostics de zones humides, des dossiers de dérogation espèces protégées et toute une partie également qui vont être liées aux labels et aux certifications Biodiversity et Finature Éco-Jardin. Une troisième grande activité qui est l'éco-paysage et le génie écologique urbain sur l'accompagnement des projets pour l'intégration justement des solutions fondées sur la nature au travers du projet paysager. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité. Cette biodiversité, elle est rentrée dans ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Depuis 200 ans, globalement, les extinctions d'espèces sont 10 fois, 1000 fois plus rapides que le rythme naturel. Donc, il faut savoir que les 5 dernières extinctions ont pris plusieurs millions d'années. Nous, globalement, en 3000 ans, on a déjà perdu 20% de nos espèces. Et à ce rythme-là, on aura perdu 75% de nos espèces dans les centaines d'années à venir. C'est pour ça qu'on parle d'une 6e extinction de masse, ce qui est globalement assez dramatique. La particularité de cette extinction, c'est qu'elle n'est pas liée à des facteurs externes, elle est liée à des facteurs issus du vivant, qui sont directement les hommes, au travers de 5 grandes causes d'érosion.
les changements d'usage des terres et de la mer, donc tout ce qui va être le changement d'occupation des sols. On sait qu'aujourd'hui, entre 2009 et 2019, c'est l'équivalent du Rhône, le département du Rhône qui a été entièrement imperméabilisé. C'est comme si sur l'ensemble du département, on mettait une couche de béton. On a également un deuxième enjeu qui va être la surexploitation des ressources, donc l'exploitation directe de certains organismes. Le changement climatique, qui est un facteur forcément aujourd'hui assez peu impactant, mais qui demain sera sûrement le majoritaire. Tout ce qui va être lié également aux pollutions de l'air, des sols et de l'air. Et un cinquième facteur qui est bien sûr le développement des espèces exotiques envahissantes. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi on parle de biodiversité urbaine? Quel est l'intérêt justement de cette biodiversité urbaine et pourquoi traiter de la biodiversité urbaine dans cette sixième extinction? Bah, la biodiversité urbaine, au final, elle nous permet d'avoir des apports au quotidien, des apports de lien social, d'éducation, de limitation des consommations énergétiques si on pense à l'îlot de chaleur et du coup à l'îlot de fraîcheur via la plantation. Elle va avoir des apports sur la santé, elle va avoir des apports sur le carbone, sur la qualité de l'air, sur la gestion des eaux, sur l'esthétique et le paysage. Et aussi, ça va être toutes les solutions écosystémiques qu'on va pouvoir retrouver dans cette ville et dans cette nature. Et au final, le milieu urbain, il peut représenter un milieu assez favorable pour cette biodiversité, parce qu'on a des espèces qui sont inféodées au tissu urbain, qui s'y développent, qui coévoluent, avec des milieux où potentiellement il y a moins de prédation et qui vont être de meilleure qualité. Aujourd'hui, certains miels des villes ont été classés dans les meilleurs miels du monde par rapport à des miels de campagne, entre guillemets, dû au fait que ça fait quelques années qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires, peut-être. On a des habitats donc qui peuvent être de meilleure qualité. Ces villes peuvent permettre aussi d'asseoir des politiques de conservation d'espèces. On l'a vu avec la ville de Paris et le moineau domestique. Et surtout, quand on sait que 80% de la population mondiale vivra en ville dans les 50 prochaines années, ben, on se dit que c'est surtout un super outil de sensibilisation de masse. Donc la ville peut vraiment devenir un élément structurant et essentiel de cette sensibilisation. Et donc que la ville et la nature en ville sont bien sûr un vecteur de la transition écologique. Mais quand on parle de biodiversité, pourquoi parler de réseau écologique? Le réseau écologique, c'est tout simplement le fait de permettre aux espèces de se déplacer. Donc, on va avoir des réservoirs de biodiversité. Ces réservoirs de biodiversité, donc ces générateurs de biodiversité, sont reliés par des corridors. Donc, ces corridors, c'est les liens qui vont permettre à ces réservoirs d'être connectés. Et du coup, on va avoir un intérêt à augmenter les habitats qui vont être présents dans ces réservoirs, augmenter la qualité et la gestion des habitats présents dans ces réservoirs, et aussi augmenter la qualité des habitats et la gestion des corridors. Donc ça va être ce fonctionnement un petit peu en patch japonais qui vont nous permettre de relier des grands réservoirs et ces générateurs de biodiversité. Donc c'est comment une espèce se déplace d'un point A à un point B, globalement. La particularité du réseau écologique en milieu urbain, c'est qu'il a différentes spécificités. C'est que le tissu urbain est fragmenté de manière intrinsèque par les voies de circulation, par les rues, tout ce qu'on veut. On a également la rareté des réservoirs urbains. On a assez peu de réservoirs de biodiversité en milieu urbain. Si on prend l'exemple de Paris, on a deux grands réservoirs qui sont le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, pardon, qui vont être connectés entre eux par des micro-réservoirs et des continuités internes. Le tissu urbain est principalement composé d'espèces qui vont être cultivées et potentiellement exotiques. Et on a aussi des espèces qui sont, je dirais, en coévolution avec ce milieu urbanistique. Donc on a plusieurs leviers justement qui vont être liés au maintien du réseau écologique urbain. Ça va être de développer la transparence écologique ou le moindre impact du tissu urbain et périurbain en matière de connectivité. Donc comment une espèce peut traverser une ville, offrir des habitats de qualité en nombre suffisant, en taille suffisante, pour permettre à ces espèces ordinaires de pouvoir s'y développer. On reviendra tout à l'heure sur cette notion de biodiversité ordinaire. Et il faut également, du coup, s'intégrer dans les politiques régionales de cohérence écologique, donc ce qu'on appelle les SRCE. Et bien sûr, on va respecter le caractère anthropisé du contexte. Aujourd'hui, on sait bien que le milieu urbain n'est pas que lié autour de la nature en ville. On a aussi des enjeux qui vont être liés à l'îlot de chaleur, à la sobriété foncière, à la gestion de l'eau, à la mixité, au bien vivre ensemble, des questions de sécurité et de mobilité douce. Et chez Arpastrans, on sait
posé la question il y a maintenant 6, 8 mois sur comment intégrer de manière plus efficace ce sujet de la connectivité écologique. Puisqu'au final, quand on est écologue, bah, on travaille souvent sur des cartes du SRCE, donc le schéma régional de cohérence écologique. Et là, on se dit bah, comment, à l'échelle de mon projet immobilier, je vais pouvoir intégrer ce sujet de la connectivité écologique. Donc le SRCE est censé être adapté dans l'ensemble des PLU euh, de manière la plus précise possible, mais on se rend bien compte qu'à l'échelle de la parcelle et du lot, c'est un petit peu difficile de prendre ce sujet de la connectivité. Donc on a réfléchi et on a essayé de justement définir ce qu'on appelle l'indicateur de potentiel de connectivité écologique. Et je vais laisser la parole à Hervé qui va pouvoir nous présenter la démarche de notre recherche. Merci Victor. Voilà. Et pour pointer, c'est comment? Parfait. Merci. Alors bonjour. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le projet qu'on a réalisé donc sur l'indicateur de connectivité écologique. Je remercie encore les équipes de Harpas Trans, la direction générale d'Harpas Trans qui a accepté de porter ce projet de recherche. Je vais commencer par une série de remerciements, mais ce projet, c'est aussi une alliance d'individualités, d'institutions pour pouvoir réaliser ce type d'opération. Je voudrais tout d'abord remercier Simon Tarabon et Mathias Meruet qui n'ont pas pu être présents. Mathias est en Argentine. Simon a beaucoup de travail, comme tout mois d'octobre-novembre, d'un bureau d'écologie et donc est à Lyon. Mais sans eux deux et sans en particulier sans Simon, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet. Ce projet. Et nous avons eu aussi bénéficié de la chance de la très forte implication de Mathias sur le sujet. L'idée, donc, la base de ce projet, c'était, donc ça, vous avez vu, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur la connectivité écologique. Nous croyons fondamentalement que si il faut développer les réseaux écologiques pour asseoir la biodiversité, en particulier au milieu urbain, donc il faut travailler sur cette question des réseaux écologiques et donc de la connectivité. Et ça fait une dizaine d'années, à partir de recherches, etc., nous travaillons sur cette question. Et finalement, on s'était dit, mais par rapport à ça, il nous manque quelque chose, c'est de pouvoir traduire concrètement ce problème au niveau du lot immobilier. Puisque, bon, nous travaillons dans le secteur de l'immobilier. Donc, comment on peut traduire cette question-là, la traduire à la fois en termes d'enjeux, la traduire aussi en termes de capacité à agir pour les acteurs du territoire, que ce soit en particulier les collectivités, mais aussi les aménageurs, mais aussi les promoteurs, mais aussi les grands occupants. Comment on peut traduire ce sujet-là au niveau du lot immobilier? L'autre raison de fond, alors on ne sait jamais, je ne sais pas où ce chiffre a été fait, mais il y a le fameux chiffre de 70% des surfaces d'une ville qui ne sont pas possédées par les collectivités locales et l'État. Hein. Il faudra le checker un jour, ce chiffre. Mais grosso modo, aujourd'hui, dire qu'on va faire la biodiversité, les réseaux écologiques d'une ville à partir des parcs et jardins gérés par la collectivité et les dépendances et routes gérées par le département région n'est pas suffisant. Il faut pouvoir mobiliser l'ensemble du territoire d'une ville sur les questions de biodiversité. Donc, il faut mobiliser tout ce qui permet de concourir à renforcer la biodiversité, donc les espaces de jardin, les zones pavillonnaires, les jardins des HLM et des résidences collectives, les jardins d'entreprise. Nous travaillons depuis de nombreuses années sur cette question. Donc, il faut pouvoir mobiliser tous les espaces verts sur le sujet. Et la deuxième chose, il faut pouvoir agir sur tout ce qui permet, qui détruit, qui fragmente, qui attaque la biodiversité dans la ville. Donc, il faut pouvoir traiter les routes, la SNCF, tous ces éléments qui freinent, fragmentent, gênent la biodiversité. Donc, c'est aussi la nécessité d'avoir des indicateurs qui permettent de mobiliser l'ensemble des acteurs d'une ville sur cette question de biodiversité urbaine, qui, à notre avis, est une condition de succès sur le sujet. Alors, nous avons monté une équipe. Deuxième grand remerciement, c'est l'ARB, l'Agence régionale
de biodiversité de l'Île-de-France. C'est la deuxième année que nous travaillons sur ces questions avec l'ARB. Ce sera aussi la deuxième année que nous travaillons avec les collectivités locales sur ce sujet. Et donc, je tiens en particulier à remercier Marc Barra et Gwendoline Grandin de leur assistance et de leur participation sur le projet, qui est liée en particulier au fait qu'ils ont mené, qu'ils ont réalisé un projet très, très intéressant, le projet Regreen, qui est un projet qui travaille sur les potentiels de renaturation en Île-de-France. Donc, ils ont établi une méthode qui permet de définir ce potentiel de renaturation. Et je souhaitais que nous travaillions dans cet indicateur dans le cadre de ces projets de l'ARP. Je tiens aussi à remercier les scientifiques qui ont participé. Donc, nous avons monté un comité scientifique, en particulier avec Céline Clausel, avec lequel ça fait plus de 10 ans que nous travaillons ensemble, Marc Bourgeat, Brian Padilla, Hugues Dumonteil, qui nous ont assistés dans la définition de cet indicateur. Et, the last but not the least, 4 collectivités locales, dont 2 sont présentes aujourd'hui, Aulnay et Gennevilliers, et Saint-Germain-en-Laye et Marly-Gondoire, qui ont accepté de travailler avec nous sur ce projet, de le challenger, de le critiquer, de l'utiliser, de voir quelle utilisation est possible sur ce sujet. Puisque dans ce projet, nous avions à la fois un enjeu scientifique et technique de pouvoir réaliser cet indicateur, mais nous avions surtout un enjeu de s'assurer que cet indicateur était pertinent pour les collectivités locales. Et donc, toute une partie, la moitié de notre travail, a été de s'assurer et de vérifier, témoignant après de leur vision sur le sujet, de la pertinence de cet indicateur sur le sujet. Alors, je ne vous ferai pas un cours sur les graphes paysagers. Ceux qui seront intéressés, je ferai des réunions spécifiques, mais nous nous appuyons donc sur la théorie des graphes paysagers, qui est une théorie de l'écologie du paysage, hein, donc, qui est une science qui a été très développée en France en particulier. Et simplement pour vous dire que aujourd'hui, il y a plus de 500 papiers scientifiques sur ce sujet, des utilisations auprès des grandes villes comme Toulouse, Strasbourg, etc., plusieurs villes, et aussi une utilisation par l'OFB et l'INRAE de cet outil, qui est un outil de simulation. Il y a d'autres outils, hein, c'est un outil qui a des avantages, en particulier de résilience, de facilité d'emploi, de rapidité d'emploi sur le sujet. À partir de là, on s'appuie, alors c'est une des chances dans l'Île-de-France, c'est que nous avons le fameux MOS, le mode d'occupation du sol, qui a l'avantage d'être très précis, avec 81 classes d'occupation du sol, mais surtout qui a un grand avantage, c'est qu'il y a un accord des parties prenantes, activités locales, institutions, mouvements écologiques, etc., pour dire finalement cette cartographie, elle est relativement résiliente. Elle n'est jamais parfaite, il n'y a aucune cartographie parfaite, mais c'est un bon outil de travail pour le sujet. Pour ceux qui connaissent Groenland Cover, par exemple, des discussions qu'il peut y avoir sur le sujet, là, on est avec un modèle qui fait l'objet d'un accord des parties sur le sujet. L'étude est centrée sur la biodiversité ordinaire, donc c'est à la fois sa force et à la fois sa faiblesse, c'est-à-dire que les préconisations que nous faisons ne sont peut-être pas forcément pertinentes pour la biodiversité forestière, pour la biodiversité des montagnes, voire la biodiversité agricole. Donc, on est centré sur la biodiversité ordinaire des villes. Et donc, en sortant donc, les biodiversités patrimoniales et en sortant tout ce qui est biodiversité anthropisée, comme par exemple les L'autre spécificité, c'est que nous nous sommes appuyés sur ce qu'on appelle des espèces virtuelles. Alors, je suis désolé, il y a un petit terme technique qui a l'avantage de pouvoir traiter dans une première approche un grand nombre d'espèces, à la fois s'appuyant sur les trames spécifiques du milieu urbain, boisés, parquets jardins, friches et milieux herbacés, et aussi donc un nombre d'espèces que nous avons donc aujourd'hui validées, en particulier avec l'équipe des écologues de l'ARB et avec le comité scientifique, nombre d'espèces, un peu plus de 40 à 50, que bien sûr, dans le futur, nous compléterons pour avoir une vision encore plus exhaustive des trames sur le sujet. Nous avons tenu compte aussi des spécificités du milieu urbain, et le milieu urbain se caractérise par une résistance, par une agressivité par rapport à la biodiversité. Donc, on a intégré ces éléments-là pour établir les trames. Alors, l'avantage des
des graphes paysagers, c'est qu'on s'appuie sur la théorie des graphes, qui est une théorie mathématique qui permet de qualifier la qualité d'un réseau. Alors, vous ne le savez pas, mais c'est en particulier, nous avons bénéficié de toutes les avancées mathématiques qui ont été faites par Facebook, Google, Instagram et tout ça, qui vous proposent des choses en s'appuyant justement cette théorie des graphes. Donc, il y a beaucoup d'outils. Et donc, en particulier, nous avons choisi deux indicateurs. Un indicateur qui montre comment un habitat est connecté à d'autres habitats et donc permet d'agir sur le sujet. Et un deuxième indicateur, en quoi un habitat est central pour le réseau écologique. Vous donnez un exemple, l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, c'est un des 10 grands hubs du réseau d'aviation mondiale aujourd'hui. C'est cette capacité à regrouper différents réseaux à ce sujet. Et à partir de là, ce que nous avons fait, alors on a modestement copié la météo France, je dis ça pour revenir, c'est qu'on a fait une interpolation, c'est-à-dire qu'à partir de l'analyse précise, habitat par habitat, trame par trame, espèce virtuelle par espèce virtuelle, des réseaux écologiques, hein, vous avez les taches vertes qui sont les habitats, les traits rouges qui sont les corridors potentiels entre les habitats, nous avons fait ce qu'on appelle une interpolation, c'est-à-dire que l'on a interpolé ces valeurs de réseau sur l'ensemble de la ville et l'ensemble du tissu urbain, comme Météo France, à partir des mesures réparties à travers la France de température, arrive par interpolation à définir la température chez vous. Et on a agrégé ça, tout cela autour d'un indicateur unique. Tout ça pourquoi? Première chose, de vous donner trois cartes. On n'a pas encore travaillé avec les collectivités locales. J'espère qu'on pourra y travailler l'année prochaine sur ce sujet. Première chose, trois cartes qui sont des cartes par trame. Donc, vous avez à gauche la trame boisée, la trame parc et jardin et la trame milieu urbain. Toutes ces cartes étant faites à partir de l'exemple de Gennevilliers. Je remercie encore la ville de Gennevilliers d'avoir accepté d'être banc test de la présentation. Donc, par la suite, je vais vous présenter l'exemple de Gennevilliers, mais il y a le même exemple qui est tout aussi pertinent à Aulnay, à Saint-Germain, à Marnay-Gondoire. Marnay-Gondoire étant un peu différent, parce que là, vraiment, on a un milieu agricole très fort. Donc, on a des interactions milieu urbain, milieu agricole qui nécessiteraient une heure pour pouvoir le détailler sur ce sujet. Et donc, première chose, on a des cartes par trame. Je dis ça parce que nous n'en parlerons pas par la suite, mais c'est important d'avoir, à partir d'un indicateur global, la capacité d'avoir des analyses plus fines par trame, par type d'espèce, de manière à pouvoir affiner les préconisations que nous sommes capables de faire. Et nous arrivons aux trois cartes que nous avons travaillées avec les collectivités locales et nous allons arriver bientôt à l'indicateur de potentiel de connectivité par lot immobilier qui était l'objectif de ce travail. Donc, nous avons trois cartes, une carte de connectivité globale, une carte pour les lots immobiliers et une carte pour de la connectivité des lots par maille de 25 mètres. Je voulais signaler ici, c'est que ces trois cartes ont fait l'objet d'un travail, donc trois réunions, dont deux réunions de 2 heures, avec les équipes et avec les villes, qui nous a permis de voir l'intérêt de ces cartes, leur faisabilité, les améliorations, avec des groupes de travail pour trois villes d'entre elles, trois collectivités d'entre elles qui comprenaient, ça c'était très intéressant, des personnes des projets d'aménagement de la ville, des personnes de l'urbanisme, des personnes de l'environnement et des personnes des élus politiques. Et c'est cette variété de groupes qui a été constituée qui nous a permis d'avoir un dialogue riche et approfondi sur ces cartes. Alors, une première carte, je vous laisserai montrer la carte de 1947 sur le sujet. Une première carte, c'est la carte du réseau écologique de Gennevilliers que nous avons présentée. Et alors, on a gagné une première bataille, je fais l'histoire, c'est que quand on a présenté ça à Gennevilliers, il y a une personne du groupe de travail qui a dit, mais vous savez, monsieur Moelle, vous retrouvez, on voit là, une croix là, vous retrouvez la croix du professeur Clergeau. Donc, pour ceux qui connaissent, le professeur Clergeau est un des grands, une des sommités en école de la science de l'école du paysage. Il a mené des études au niveau de Gennevilliers. Il avait dit ben, l'enjeu des trames de Gennevilliers, c'est une croix, hein, la croix de Clergeau. Nous avions retrouvé la croix de Clergeau parce que nous avions un vrai intérêt et un vrai enjeu, c'était que nos préconisations, nos cartes
soit bien cohérente avec les travaux qui ont été faits par les collectivités locales, parce que les collectivités locales ont aujourd'hui étudié la biodiversité, fait des atlas, et donc ont travaillé sur le sujet. Donc ça, on avait euh, euh, voilà. Euh, donc, deuxième carte, et c'est là où il y a eu l'innovation, c'est qu'à partir de ce réseau écologique, nous avons fait une carte qui permettait d'établir le potentiel de connectivité de chaque lot immobilier. Alors, comment nous avons fait? Nous avons pris la carte de Gennevilliers, nous avons pris le cadastre, nous avons pris le MOS avec les lots immobiliers et nous avons, pour chaque lot immobilier, calculé la valeur de l'importance en termes écologiques de chaque lot immobilier. Cette valeur étant la traduction des couleurs rouge et verte que vous avez vues à la carte précédente. Et à partir de là, nous avons classé tous les lots immobiliers de la ville de Gennevilliers, mais aussi d'Aulnay, mais aussi de Saint-Germain, ou aussi de Marne-Gondoire. Nous les avons classés par niveau d'importance. C'est désolé, vous n'avez pas, voilà, par niveau d'importance. J'ai fait exprès, j'ai repris les couleurs type DPE, avec un niveau d'importance fort, A, euh, fort mais un peu moins fort, fort mais encore un peu moins fort, moyennement et faible impact. Donc, nous avons pu classer ainsi tous les lots immobiliers par niveau d'importance. Ce qui permet là aussi de déterminer quels sont les lots immobiliers qui peuvent concourir, qui potentiellement peuvent concourir à la trame verte de Gennevilliers ou d'Aulnay ou de Saint-Germain. Quand je dis qu'ils peuvent concourir, c'est que c'est un potentiel, c'est que quand vous avez un endroit là, parmi ces lots qui sont là, immobiliers, certains sont complètement artificialisés, hein. Donc, ils ont le potentiel, par exemple, s'ils étaient renaturés, de jouer un rôle important dans la trame urbaine. Alors, pourquoi faire cette carte verte et cette carte de priorité? Ça a été un débat qu'on a eu dans l'ensemble des collectivités. Pourquoi vous faites une hiérarchie de lots, etc. Une des raisons, c'est que ma modeste expérience, c'est qu'il y a peu de budget en matière de biodiversité. Donc, il faut pouvoir organiser l'effort budgétaire sur le sujet. Il faut pouvoir organiser l'effort. Donc, là, la notion de priorité dans les actions est importante. Est importante sur le sujet. La deuxième raison, c'est que ça permet d'établir à partir de là donc des zones prioritaires. Donc, si on prend le cas de Gennevilliers, sans trahir des secrets de la politique de la ville de Gennevilliers, le port est un enjeu important en termes de biodiversité, non seulement pour la trame verte, puis en plus, ça joue un rôle pour la trame bleue. Donc, le port, mais aussi les abords du port, sont un enjeu important et peuvent constituer à terme une possibilité de réservoir significatif pour la ville de Gennevilliers. Vous avez après vraiment la possibilité de faire une trame. Et si concrètement on veut faire une trame, il faut que dans les lots immobiliers qui sont là, ben, il y ait du zéro phyto. Il faut que dans les lots immobiliers, on ait une gestion écologique. Donc peut-être des certifications éco-jardin, biodiversité comme preuve de cet effort. Il faut pouvoir créer des habitats dans ces zones-là si on veut créer la trame à Gennevilliers. Et deuxième point, donc on a des zones qui ont un moindre impact. Alors, on a eu beaucoup de discussions, en particulier pour la zone à l'ouest, la zone 2, la zone pavillonnaire, où les gens ont dit, mais pourquoi vous dites? Parce que c'est une zone importante pour nous. Nous souhaitons mobiliser les zones pavillonnaires, en particulier sur les questions de biodiversité. Nous avons des projets d'îlots de fraîcheur dans ces zones. Donc, vous nous dites que ce n'est pas important. Alors, en termes de réseau, ce n'est pas important. Après, ce qui est important de dire, c'est que cet indicateur est un des indicateurs, un des multiples indicateurs, et que cet indicateur et cette carte doivent faire l'objet d'une appréciation politique sur les enjeux, et que ce que la carte dit, c'est que si on veut faire une action en matière de biodiversité, il faut agir là, mais ça ne veut pas dire que si on ne fait pas une action là, ça n'aura pas une action en termes de biodiversité, ça aura un moindre impact en termes de biodiversité que si on l'a fait là, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et deuxièmement, et c'est là aussi l'importance de connecter ça avec des démarches type REGREEN, c'est qu'il faut corréler l'enjeu de biodiversité et de connectivité avec d'autres enjeux, gestion des eaux pluviales, îlots de fraîcheur. Donc, il faut pouvoir corréler ces différents enjeux. Voilà. Après, ce qu'on a fait aussi, on en a discuté, c'est une carte par maille
par maille de 25 mètres par 25 mètres qui permet de préciser les préconisations. Donc, je sais pas, vous voyez, tout est vert dans le port et quand on fait la maille, on s'aperçoit qu'il y a certains endroits qui sont plus verts. Donc, ça permet d'affiner les préconisations qui peuvent être demandées par une ville, par exemple, vis-à-vis du port en termes de biodiversité. Alors, il y a d'autres applications hein, qui sont possibles. Maxime en présentera un certain nombre que nous avons en particulier réalisés avec les villes, comme l'appréciation des projets d'urbanisme en termes de biodiversité, l'analyse des routes et de leur impact en termes de fragmentation. On a plusieurs. Ce qui est acquis à partir de ce projet, c'est que, un, la démarche, les cartes que vous avez vues, ces cartes-là, nous sommes capables de les faire pour les 1276 communes de l'Île-de-France. Voilà. Donc, nous avons, je remercie encore Simon de ce travail-là, nous sommes capables de produire ce travail-là pour les 1276 communes d'Île-de-France. Nous sommes capables de le faire pour toute la France, sous réserve de compléter les cartes, d'avoir un jeu de cartes. Parce que ce qui est intéressant, c'est de le faire à partir d'un jeu de cartes qui fait l'objet d'un consensus de l'ensemble des acteurs d'une région. Donc, il faut avoir le consensus de Lyon, le consensus de Marseille, le consensus de Bordeaux pour faire ces cartes. Et l'autre chose, donc, qui est en complément par rapport aux communes, nous avons, pour l'ARB, fait une carte pour l'ensemble de l'Île-de-France qui nous permet aujourd'hui de faire le Google Maps de la biodiversité urbaine, c'est-à-dire à partir du moment où on saisit une adresse en région Île-de-France, on est capable de définir automatiquement l'importance qu'a cette adresse, ce lot, par rapport à la biodiversité d'une ville. Et je suis à peu près bon, un peu 5 minutes de trop. Et pour 2024, donc nous sommes, moi je suis très satisfait du travail, je laisserai les villes, hein, très satisfait du travail que nous avons réalisé. Euh, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à renforcer, à travailler donc, sur ces indicateurs avec deux pistes. Une première piste, c'est d'améliorer la qualité de ces indicateurs, à la fois en intégrant d'autres trames, donc en particulier la blanche et la noire, le son et la lumière, le problème de la lumière. Nous regardons la trame turquoise. Alors les trames, il y a plein de couleurs. Hein. Donc la trame turquoise qui nous permet de traiter la question des eaux humides. Nous serons un peu prudents, la trame brune, parce qu'il il y a encore un problème de méthodologie, de définition de la trame brune. Qu'est-ce que c'est qu'une trame brune? Il y a encore un peu de méthodologie à faire qui ne dépend pas que de nous pour pouvoir travailler, mais on regardera un peu la trame brune. On veillera à intégrer plus d'espèces et on verra aussi à améliorer la qualité des cartes que nous utilisons. En particulier, nous sommes en train de travailler actuellement sur une carte de végétation qui nous permet d'être plus fin sur les strates de végétation et sur les alignements d'arbres, qui nous permet de compléter, en particulier dans les zones pavillonnaires, parce que c'est une discussion que nous avions eue avec les villes, d'avoir des préconisations qui sont plus fines. Et dernier point qui nous paraît tout aussi important, c'est de développer des outils, des démarches qui permettent de traduire cette carte par des actions concrètes. Nous travaillons actuellement avec une ville sur, finalement, l'OAP est sortie, et concrètement, dans la commune, comment je traduis l'OAP en mesures d'action et en action dans la ville. Voilà, typiquement, c'est cette traduction des documents d'urbanisme en actions concrètes de biodiversité, comment on fait. Tous les plans d'action d'une ville qui sont à mener sur ces questions et aussi tout ce qui pourrait aider à définir des stratégies d'acteurs, comment je mobilise les citoyens, comment je mobilise les entreprises, comment je mobilise les zones pavillonnaires sur le sujet. J'ai terminé. J'étais un peu long comme d'habitude. Merci. Merci Hervé pour cette présentation. Vous l'aurez compris, le sujet des connectivités n'en est qu'à ses prémices. Nous allons passer à la quatrième partie de cette matinée avec l'expérience justement des collectivités. Et je vais demander à nos intervenants de nous rejoindre sur cette magnifique scène. Euh, donc Lisa Arlandon donc, de la ville de Gennevilliers, Farid Chik de la ville de Gennevilliers, Corian Burgelin, pardon, de la ville d'Aulnay et Maxime Dupont aussi de Harpastrance. Hop, juste allumer le micro. Corian, donc vous faites partie de la ville de Gennevilliers. La ville est engagée
depuis plusieurs années dans cette prise en compte de la biodiversité. Vous êtes labellisé territoire engagé pour la nature depuis quelques années. Il y a quasiment 15% de votre territoire qui est composé d'espaces verts. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà vous présenter éventuellement un petit peu la commune et ses caractéristiques en matière de biodiversité? Oui, merci. Bonjour à tous. Corian Burgelin, donc je suis chargé de mission biodiversité et environnement, donc dans une direction qui est chargée du pilotage stratégique de la stratégie biodiversité de la ville de Nez-sous-Bois. Et donc Aulnay-sous-Bois, voilà, c'est une commune donc, de 85 000 habitants environ. Euh, Commune donc en Seine-Saint-Denis, territoire très, très dense, très artificialisé. On a l'habitude de présenter le territoire en trois parties. En commençant par le sud, on a une zone pavillonnaire avec donc des maisons, parfois des jardins qui sont de relativement grande taille. Puis après, quand on remonte vers le centre de la ville, on a un espace un peu plus mixte avec du pavillonnaire et des immeubles de petite taille, de R+3, R+4. Et puis quand on arrive vers le nord de la ville, on a des habitats de grands ensembles, on a des zones commerciales, des zones industrielles du territoire, et également les deux grands parcs que vous voyez en haut de la carte, qui constituent deux réservoirs de biodiversité très importants pour la commune. Le plus foncé, je sais pas comment on pointe, le, le plus foncé ici, c'est le parc du Saussé, qui est une zone Natura 2000, donc abrite une biodiversité très riche, relativement rare. Il y a notamment le butor étoilé qui vient régulièrement. Donc c'est à gestion de département, donc on n'intervient pas directement sur la gestion du parc. En revanche, on a le parc Ballanger qui est juste à côté, qui est un des grands parcs communaux, un réservoir de biodiversité importante pour la ville. Et puis après, quand on descend, on a une succession de petits parcs, d'alignements d'arbres remarquables qui sont identifiés également. Et puis au sud, on a le canal de l'Ourcq, qui est identifié au SRCE d'Île-de-France également, et qui constitue pour la ville un troisième réservoir de biodiversité, puisque sur les berges, on a un certain nombre d'espèces quand même qui sont intéressantes, et le canal est relié au parc de la Poudrerie, qui est Natura 2000 également. Merci beaucoup pour cette présentation du territoire. Qu'est-ce qui a conduit, je dirais, la commune justement à participer à l'étude sur l'indicateur de connectivité écologique? Euh, c'est une action qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action biodiversité de la commune, qui a été adopté fin 2022, qui a plusieurs axes, et l'un de ces axes, c'est participer à améliorer la connaissance en matière de biodiversité. Ça passe par plusieurs actions. On a réalisé un plan d'action biodiversité qui vise donc à cartographier les différentes espèces sur un territoire, ici au Aulnay-sous-Bois. Et puis, on a mené déjà, depuis l'année dernière, des partenariats avec ARP Astrans sur les connectivités écologiques. Donc, voilà, cette nouvelle étude s'inscrivait un peu dans la poursuite de cette démarche et aussi de la démarche Regreen, puisqu'on était aussi au départ territoire d'études pour l'étude Regreen avec l'ARB. Et donc, a permis d'identifier aussi des sites à renaturer en priorité sur le territoire aulnaisien. Merci. En 2022, donc, il y a eu différentes actions, un plan d'action qui a été établi, un atlas de la biodiversité qui a été justement réalisé. Et est-ce qu'il y a eu des différences significatives entre l'indice de potentiel de connectivité et les résultats de l'atlas? Est-ce qu'il y a eu des similarités qui ont été établies? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer par l'atlas de biodiversité à droite, j'ai remis une carte un peu synthétique. Euh, la taille des ronds représentant le nombre d'espèces par maille qui ont été comptées dans les différents parcs. Euh, et donc, on retrouve bien le parc du Saussay, le parc Ballanger et le canal de l'Ourcq comme réservoirs principaux. Et c'est aussi ce qui ressort de l'étude qui a été menée cette année. On peut aussi faire un lien avec la carte de Regreen. Euh, il y a quelques disparités, mais globalement, on retrouve les mêmes zones. C'est-à-dire que les zones pour lesquelles un investissement en matière de renaturation serait le plus avantageux
serait aussi le plus avantageux en matière de connectivité écologique. Donc, il y a différents enjeux qui se recoupent en matière de connectivité, en matière de désartificialisation, d'adaptation au changement climatique, de cadre de vie. Et au final, on arrive à identifier des sites sur lesquels il serait vraiment très intéressant de travailler. Merci beaucoup. Et par rapport à toutes justement ces ambitions que vous portez, quelles actions aujourd'hui concrètement vous avez commencé à entamer sur le territoire? Alors, une action importante qui est en cours actuellement, c'est la renaturation des berges du canal de l'Ourcq, un projet qui est débuté l'année dernière, qui se finira en 2025 normalement. Donc, on a à peu près 1,2 km de berges de part et d'autre du canal à Aulnay. L'idée, c'est de pouvoir le restaurer, puisqu'on a aujourd'hui en gros un peu des peupliers d'alignement et une pelouse qui est tondue régulièrement. Donc c'est déjà intéressant, mais on peut faire beaucoup mieux. L'idée, c'est de diversifier les strates végétales. On va planter plus de 3000 arbustes, plus d'une centaine d'arbres, créer des prairies fleuries, et puis de travailler sur la connectivité entre le canal et les berges, puisque le canal donc, a des pales planches de chaque côté, qui séparent le canal des berges de plusieurs dizaines de centimètres, parce que le niveau du canal a baissé. Et donc, on a un intérêt de recréer un milieu un peu à l'interface entre ces deux milieux. Et donc, on va étendre des frayères avec 800 mètres carrés de frayères supplémentaires qui sont créées et un radeau végétalisé qui a été installé également avec une nurserie à poissons sous le radeau. Et puis, dans les prochaines années, aussi des actions qui sont en cours de réflexion, c'est la renaturation des cimetières et des cours d'école. Pour ça, on peut notamment prendre appui sur cette étude. Les cimetières sont situés dans les zones prioritaires, justement, en termes de connectivité écologique. Donc, pour nous, ça renforce notre démarche à ce sujet. Ça fait tout à fait sens. Merci beaucoup. Ce qui, ce qui me questionne, c'est vrai qu'on a vu, on vous avait parlé du parc départemental du Saussay, qui du coup est géré en partie par le département, du canal de l'Ourcq, potentiellement avec des mobilisations des voies navigables de France. Et comment aujourd'hui, vous, en tant que collectivité, vous pouvez travailler justement avec ces différents acteurs pour aller dans le même chemin, sachant que, comme on l'a mentionné précédemment, presque 70% des territoires des collectivités ne sont pas maîtrisés directement par la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur ce sujet? Oui, alors c'est un sujet qui est complexe à mettre en œuvre, qui demande beaucoup de temps. À Aulnay-sous-Bois, on essaie de travailler avec les bailleurs en amont des projets d'aménagement. On a une stratégie de l'urbanisme qui nous inclut dans les réflexions pour qu'on puisse échanger avec les promoteurs, les bailleurs et les accompagner dans la prise en compte de la biodiversité dans leurs projets. Donc ça, c'est un premier point qu'on essaie de développer depuis à peu près un an, qui doit encore pouvoir se développer. Et puis, vous l'avez remarqué, on a beaucoup d'habitats pavillonnaires à Aulnay, donc on essaie de travailler avec les Aulnaysiens en essayant de les mobiliser autour de la question de la biodiversité, en considérant que un des premiers outils, c'est d'essayer de leur faire découvrir, de les faire s'émerveiller de ces espèces qui sont autour d'eux. Et donc, on les accompagne dans le cadre des week-ends nationaux de comptage des oiseaux des jardins, qui sont des journées organisées par la LPO, 2 week-ends par an, et dans laquelle l'ensemble des Français sont invités à observer les oiseaux dans leur jardin, dans un parc, à proximité de leur domicile. Et donc, la commune organise des animations, fait de la promotion de cette démarche pour encourager les Onésiens à y participer. Et puis ensuite, on intègre ces données à la classe de biodiversité. C'est une démarche gagnant-gagnant pour nous. Et parallèlement, on a aussi une adresse mail qui est mise en place et communiquée régulièrement, sur laquelle les Aulnaysiens peuvent nous écrire s'ils ont une question en matière de biodiversité ou nous partager leurs observations. S'ils ont vu un oiseau dans le jardin, ils peuvent prendre la photo, nous l'envoyer. Et puis nous, soit on confirme l'identification, soit on les accompagne pour qu'ils puissent connaître l'espèce qu'ils ont vue. Super, merci, merci beaucoup. On reviendra peut-être tout à l'heure sur justement les sciences participatives et merci d'appuyer le propos sur cette sensibilisation de masse qui peut être liée justement à la ville nature. Je vous propose de passer à la ville de Gennevilliers. On peut peut-être applaudir Corian pour son intervention. Euh, Lisa, Farid, vous êtes aussi territoire engagé pour la nature, enfin du moins la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur la ville de Gennevilliers et vous présenter respectivement?
Alors, bonjour, je m'appelle Lisa Arlandon. Farucci. Est-ce qu'il y a possibilité de remettre la carte de Gennevilliers pour présenter rapidement Oui, donc Gennevilliers, en fait, c'est une ville de à peu près 1165 hectares, dont 108 hectares d'espace vert. Donc, on a deux grands réservoirs de biodiversité à Gennevilliers, dont le parc départemental des Chantraines, qui se trouve ici, et le parc des Cévines, qui se trouve là. Et donc, en fait, le territoire est divisé en trois parties. Donc, on a la partie nord qui représente un tiers du territoire, qui représente le port. La partie ici, qui est une zone d'activité économique. Désolée. C'est pas grave. Petit bouton rouge. Et enfin, le dernier tiers, en fait, qui représente le secteur résidentiel. Et donc, en fait, la particularité de Gennevilliers aussi, c'est qu'elle est bordée d'à peu près 5,5 km de berge. Donc, ça représente quand même une grande trame bleue. Je ne sais pas si Farid, tu veux rajouter quelque chose. On a à peu près 50 000 habitants, le dernier recensement. Hein. Voilà, c'est important de souligner. En fait, le territoire n'est pas extensif. Il faut parler bien. Je disais que en fait, la ville, dernier recensement, c'est 50 000 habitants en 2021. Donc, c'est quand même très dense en termes de. Mais en même temps, c'est, comme l'a dit Lisa, en fait, la partie urbanisée, habitée, est sur on va dire, à peu près un tiers du territoire. Voilà. C'est pas négligeable. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à participer à cette étude sur la connectivité? Alors, au tout départ, il y a eu une démarche d'élaboration du PLUI, en fait, parce qu'en fait, on est rattaché à différentes communes hein, aux alentours, et en fait, on est en train de travailler effectivement sur le passage du PLU en PLUI. Donc, ça a été avant 2019, hein, ça a été une première démarche. Ensuite, il y a eu cette mission confiée à Philippe Clergeau, effectivement, qui insiste hein, dans ses conclusions à prendre la mesure hein, des enjeux de la biodiversité pour la collectivité. Ça, c'est important. Je reviendrai après, hein, tout à l'heure, sur son propos. Effectivement, dans sa synthèse, il insiste vraiment là-dessus. Il y a eu ensuite effectivement un inventaire en 2020 de la LPO, effectivement, sur une grande partie de la ville, qui a donné aussi, bon, bien sûr, qui a inventorié, mais qui a aussi fait des préconisations sur les modalités de gestion, effectivement, sur l'ensemble de la ville. Après, il y a eu l'enclenchement Paul Savary. Alors, peut-être en parler deux secondes, peut-être, Lisa. Oui, on a été l'année dernière, Paul Savary est venu nous contacter pour justement réaliser une étude sur les connectivités écologiques. Donc voilà, ça continue. Et puis en 2023, donc la poursuite du travail avec ERP Strans. Donc voilà, on en est aujourd'hui dans un petit peu le pourquoi, effectivement, ce qui a motivé, je dirais, voilà, notre participation à tout ça. Très bien, merci. Il y a eu du coup, de ce que je comprends, plusieurs études qui ont été réalisées, l'étude de Philippe Clergeau, de la LPO également. Est-ce qu'aujourd'hui, les premiers résultats qui vous ont été présentés euh, je dirais aujourd'hui et hier, correspondent bien aux ambitions qu'on a retrouvées justement dans les différentes études? Oui, mais au-delà de ça, ça correspond, on va dire, au programme politique de Gennevilliers. Parce que, il faut savoir que la municipalité porte un programme fort en termes de transition écologique. Et un des objectifs principaux, c'est de développer justement les espaces verts et agricoles. Et ça se traduit justement par la poursuite d'un travail sur les opérations de désimperméabilisation des sols, mais aussi l'inscription dans le PLUI justement de la trame verte. Donc, tout à fait. On peut aussi compléter, en fait, les résultats de l'étude hein, qui a été faite convergent logiquement dans les conclusions du diagnostic esquissé en 2019 par Philippe Clergeau, qui invite à poursuivre le travail. Je vais juste prendre 30 secondes pour lire enfin, un extrait un peu de son propos. Prendre en compte la biodiversité, c'est inscrire la ville dans son paysage de biorégion, participer à la sauvegarde des espèces locales, limiter les gestions et rendre durables les systèmes plantés et donc les services rendus.
la biodiversité ne peut plus être seulement considérée comme un ajout à d'autres préoccupations, mais elle devient complètement structurante pour les projets de la ville de demain et est gage d'une durabilité des systèmes urbains. Donc là, on voit bien que finalement, vous voyez déjà en 2019, le fil rouge était déjà pointé et les élus s'en sont complètement emparés, notamment dans le programme politique. Je pense que Geneviève aussi, de ce que je comprends un peu, et pas très longtemps que je suis dans cette collectivité, a je dirais une préoccupation sur ces questions-là, voilà, qui se traduit très bien là. Merci beaucoup. Et est-ce que justement, peut-être pouvez nous faire un petit peu de teasing sur le PLUI et les actions que vous envisagez un petit peu pour demain sur le sujet de la biodiversité? Juste déjà pour reprendre les actions que la collectivité a déjà menées. Déjà dans le PLU actuel, il y a des mesures qui sont annoncées pour la protection de l'environnement. Donc je peux prendre l'exemple de certains coefficients, d'un coefficient de pleine terre qui est prescrit par exemple dans la zone UACV, ou simplement certaines zones comme la coulée verte qui est classée zone naturelle dans le PLU. Voilà. Après, Ce qu'on peut aussi compléter, ce qui sera renforcé effectivement dans le PLUI, c'est effectivement il y aura un cahier de prescription, je dirais, qui sera annexé au PLUI, qui pour partie notamment pour les aménageurs, qui interviennent sur le territoire. Ça peut effectivement des maîtrises d'ouvrage déléguées, comme effectivement la SEMA 92 qui intervient sur la ville, et d'autres acteurs, où là, ce sera des préconisations, au-delà des préconisations, ça sera un peu des obligations. Et là, justement, on est en train de travailler sur, on ne fait pas seul, parce qu'effectivement, ces travaux sont menés aussi à l'échelle région et nationale, mais on reste quand même sur le bassin parisien, sur notamment les palettes végétales, sur les 3 strates. Un travail important de fond sur la qualité des sols vivants, effectivement. Donc là, il y a tout un travail qui s'enclenche aussi par rapport à ça, pour jouer justement sur ces curseurs. Et également, la diversité, je dirais, en fait, la corrélation entre la problématique des sols et des strates végétales qui ont une synergie, une influence déterminante pour la suite. On l'a bien vu tout à l'heure, ça a été évoqué. Où il n'est pas possible de planter d'arbres, on ne plantera pas d'arbres, quoi. On plantera plutôt une strate arbustive. On ne va pas se déployer une énergie colossale si ce n'est pas possible. On sait que sur Gennevilliers, par exemple, on est sur des terrains plutôt remaniés, on va dire. Donc, on n'hérite pas, je dirais, de terres agricoles comme en Beauce ou en Brie. Donc, on est sur d'autres paramètres. Il faut en tenir compte, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, sur les actions que vous menez sur la question du sol, de la stratification, comment vous arrivez-vous à mobiliser les différents acteurs qui font la ville de Gennevilliers? On sait qu'au nord, il y a également le port qui est présent, qui est potentiellement un axe de potentiel écologique très fort. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées main dans la main? Alors, ça a été rappelé tout à l'heure dans la présentation. Effectivement, on voit bien que Geneviève, finalement, il y a ce que gère la collectivité directement, mais il y a aussi tout le reste. Il y a le port autonome, il y a la partie, effectivement. Bon, le parc des Chantraines, on a la chance, c'est le département des Hauts-de-Seine qui gère ce site. Et là, bon, ils sont engagés dans une démarche depuis de très longues années. Donc là-dessus, on n'a pas, un peu comme en Seine-Saint-Denis, je dirais, on n'a pas de souci trop à se faire. On est plutôt en bon partenariat avec eux. Il faut savoir que sur la ville, en fait, on a des traversantes de voiries gérées, notamment au niveau de la strate arborée, par le département. Donc là, même si effectivement les curseurs, par exemple, sur les palettes de choix d'essence, c'est souvent sujet à débat, vous voyez. Donc là, on essaie un petit peu de les faire bouger là-dessus. C'est pas toujours, les logiques ne sont pas les mêmes. Mais pour le port autonome, c'est de pouvoir, mais il n'y a pas que le port autonome, il y a également effectivement les voies ferrées, ce qui longe effectivement les voies ferrées, l'autoroute 86. Donc là, c'est les acteurs. L'objectif, l'idée, c'est de pouvoir les rencontrer parce qu'effectivement, on peut les inviter par le biais effectivement, de communication, de sciences participatives. À Gennevilliers, il y a tous les ans une semaine sur un événement qui s'appelle la Fête de la Nature. Toutes ces initiatives peuvent effectivement concourir à les ramener sur la ville. Mais là, on s'est quand même dit dans les discussions qu'on a eues dans le cadre du PLUI, de préparation de ce travail-là, qu'il fallait taper à la porte. Faut aller les rencontrer. Ça passe quand même par c'est pas uniquement du mail qui s'envoie, non, c'est vraiment une rencontre, expliquer effectivement les enjeux, donc rappeler un peu l'importance de tout ça et que finalement ils sont complètement partie intégrante de la problématique. On ne peut pas faire sans eux et il faut qu'ils le sachent, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être une question pour finir avec l'avis des collectivités, une question à vous trois. Est-ce que d'un point de vue personnel, vous pensez que justement la connectivité écologique est un vecteur de la planification urbaine de demain? Oui, bien sûr. À vrai dire, il y a déjà des trames vertes et bleues identifiées au PLU. Donc, on va déjà dans cette direction-là, hein, de planification urbaine. Après, c'est vrai que quand on regarde concrètement les PLU, c'est plus un titre d'information, les trames vertes et bleues aujourd'hui, en tout cas dans les PLU qui sont un peu anciens. Et il n'y a pas forcément de mesures contraignantes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire pour les collectivités pour s'emparer plus profondément de ce sujet, pour aller plus loin. Déjà, identifier des connectivités écologiques de manière peut-être un peu plus scientifique. Parfois, on remarque qu'en fait, on a juste tracé un trait vert au-dessus des alignements d'arbres, un trait au-dessus des ruisseaux. Et ça ne correspond pas toujours aux véritables connectivités. C'est parfois un peu ce qu'on a remarqué aussi à Aulnay. Donc, il y a déjà un enjeu d'identifier des connectivités de manière plus scientifique et puis d'adopter des mesures contraignantes aussi dans les documents d'urbanisme. Euh, Par exemple, lorsqu'une connectivité est identifiée, obliger les projets immobiliers à avoir une part d'espace vert un peu plus importante que dans des espaces où finalement les enjeux sont moindres en matière de nature en ville. Merci beaucoup. Alors, moi, je dirais qu'effectivement, avant qu'elle devienne un élément stratégique pour la planification urbaine des villes, la compréhension impérieuse du sujet de la biodiversité par les décideurs et gestionnaires de l'espace public est un préalable incontournable. On voit bien, hein, souvent, on va dire, on a des discussions de travail, je dirais, où effectivement, on va s'entendre, mais on peut être rattrapé rapidement par d'autres préoccupations, je dirais, qui vont un petit peu bouleverser un peu ce qu'on avait imaginé comme étant une ambition d'aller un peu plus de l'avant. En tout cas, pour ce qui me concerne, ici à Gennevilliers, mon ressenti dans la prise en compte de la biodiversité depuis mon arrivée récente, hein, il n'y a pas 30 ans, je suis dans cette commune, et que nombre d'acteurs qui, dans leurs fonctions et missions, interviennent sur la planification, l'aménagement et la gestion de l'espace public, ont désormais des réflexes spontanés dans leurs discours et pratiques de travail. Ça, c'est vrai que j'ai été assez surpris à chaque fois qu'on parle, effectivement, pour un exemple, hein, un arbre qui, effectivement, une porte charretière qui est prévue dans un aménagement, on va s'interroger, est-ce qu'on garde ou pas l'arbre? Enfin, la question, vraiment, l'arbre devient un sujet vraiment préoccupant. Ah non, il faut le garder. On fait tout pour le garder, quoi. Donc, on va faire déplacer la porte charretière parce que l'arbre, il faut le maintenir. Donc, oui, ça prend une dimension. On ne se posait pas toujours ces questions-là avant, quoi. Alors, bien sûr, on ne va pas forcément être dans une logique de tout garder pour tout garder, mais se poser quand même les questions. En fait, le grand sujet, c'est observer avant d'agir. En fait, c'est vraiment ça, finalement, dans les gestes de gestionnaire au quotidien, c'est d'avoir ce recul, cette humilité, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, de prendre un peu de recul avant d'agir vraiment. Parce que les gestes, parfois, peuvent être, malheureusement, dans ce sujet-là, irréfutables. Très bien. Merci beaucoup. Je vous propose de les applaudir et on va maintenant avoir le retour de Maxime Dupont, qui est directeur de projet stratégie et développement au sein du pôle biodiversité, qu'on appelle communément Gondwana. Hop, je remets rapidement. Maxime, peut-être avec ta casquette d'écologue paysagiste, est-ce que tu peux nous faire un retour sur la manière concrète qu'on peut justement à l'échelle territoriale intégrer ce sujet de la connectivité écologique dans la trame urbaine? Oui, tout à fait, Victor. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Dupont. Donc, moi, je suis directeur de projet en écologie sur les sujets de stratégie et de développement. Donc, j'ai un profil à la fois d'écologue, de consultant et historiquement de paysagiste, parce que je suis aussi de formation paysagiste. Donc, le principal sujet quand on traite de la connectivité écologique à l'échelle territoriale, c'est deux points clés qui ont déjà été cités, mais voilà, je vais essayer de faire un exercice de synthèse et d'essayer de positionner le rôle de l'écologue là-dedans.
Donc, le premier sujet, c'est de préserver et de renforcer en fait les réseaux d'habitat et les réservoirs de biodiversité à l'échelle territoriale. On ne va pas revenir sur la définition, mais globalement, c'est notre rôle d'écologue de les identifier, soit spatialement, soit par des systèmes de modélisation de flux qui modélisent la connectivité écologique. Et dans le tissu urbain, ça se caractérise par des parcs, des jardins, des forêts, des zones humides, des ruisseaux et on ne voit pas des fleuves. L'autre enjeu qui est peut-être aujourd'hui un des enjeux clés, parce que la préservation de ces espaces, on y arrive quasiment. Par contre, la création ou la restauration finalement de ces corridors écologiques, c'est un peu le sujet du moment. Et ça, finalement, ça passe par une politique urbaine qui vise à recréer des éléments assez simples de végétalisation. Si on parle de la trame verte, comme vont être les haies, les bandes enherbées, les zones prairiales, de maintenir, pourquoi pas, des patchs de friches dans la ville qui vont permettre à terme de restaurer les corridors écologiques dans le milieu urbain. Je vais revenir rapidement sur les outils, les méthodes de planification à l'échelle territoriale et on va essayer de comprendre finalement comment tout ça s'articule. Globalement, la première étape qui est primordiale, c'est la phase d'analyse et de cartographie. Donc, tout le monde l'a cité ici. On vous a présenté des cartes pendant au moins 40 minutes. Donc, je ne vais pas revenir sur les méthodologies. Néanmoins, c'est vraiment la base pour définir ce que va être la trame verte et bleue à l'échelle du territoire. Donc, j'ai repositionné l'indice de potentiel de connectivité qu'on vous a présenté, mais il ne marche pas forcément seul pour aller au bout de l'exercice. Il faut aussi le relier à des atlas paysagers, il faut aussi le relier à des atlas de biodiversité qui soient intercommunaux ou communaux, et aussi à toutes les démarches participatives que peuvent être les données naturalistes partagées que nous, on va mettre sur les bases de données métropolitaines, ou encore les observatoires locaux de la biodiversité qui sont finalement des instances, des moyens de créer de la donnée biodiversité sur les territoires. Une fois qu'on a à peu près cette phase d'analyse et de cartographie qui est définie, et ce, à peu près quelle que soit l'échelle, on va passer à l'étape de planification. Comme vous le voyez, aujourd'hui, les SRADET et les SRCE, les SAR et les PADUC, qui sont les équivalents Outre-mer et Corse, permettent pas forcément aujourd'hui d'intégrer de manière très fine les sujets de la connectivité écologique. Et c'est vraiment à partir des documents de planification que vont être les PLU, les PLUI, les PADD, on va pouvoir intégrer la granulométrie qui est assez fine finalement pour traiter à l'échelle locale du sujet des connectivités et arriver, pourquoi pas, à la fin, à un schéma de trame verte et bleue qui pourra s'intéresser à une échelle intercommunale, communale, voire même parfois des échelles locales. Dans cette étape de planification et de programmation, il y a un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est le sujet des OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation. Je vais vous en parler juste après, qui est encore une maille plus fine d'analyse et de planification urbaine qui permet de donner une qualité et une précision spatiale sur comment faire et où finalement porter ses ambitions de connectivité écologique. C'était la deuxième étape, mais elle suffit là encore pas. On a entendu que dans le PLUI de Gennevilliers, va y avoir un sujet de prescription, de cahier de prescription qui va être rattaché au PLUI. C'est tout l'enjeu, parce que finalement, faire des cartes, c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas comment on fait. Et là, il y a plein d'outils, donc je vous en ai cité deux, mais un sujet cahier de prescription en est un autre. Les référentiels d'aménagement, les guides techniques. Dans le 93, vous avez par exemple Est Ensemble qui a réalisé il y a déjà maintenant plusieurs années, plus de 6 ans de ça, un référentiel d'aménagement qui aujourd'hui fait encore un peu office d'exemple sur ces sujets. Mais vous avez aussi d'autres métropoles, d'autres communes qui mettent en place des plans de gestion à l'échelle intercommunale ou communale qui permettent de préciser la manière dont on apporte finalement de la qualité aux connectivités écologiques. Rapidement, le sujet des OAP, pourquoi c'est mon petit outil préféré, pourquoi je le trouve assez intéressant. Parce que l'OAP, déjà, c'est un outil qui juridiquement permet de contraindre l'urbanisme. Et on a deux formes d'OAP. On a des OAP thématiques qui peuvent être utilisées pour parler justement spécifiquement des trames vertes et bleues, voire même des trames agricoles. Demain, j'espère, il pourra parler des trames noires, des trames blanches ou voire encore des trames brunes.
Et on a surtout les OAP sectorielles. Les OAP sectorielles, c'est les OAP qui sont applicables dans des zones spécifiques et qui permettent de traiter du sujet de la connectivité dans des zones notamment à enjeu. On parlait tout à l'heure avec l'indice de potentiel de connectivité, j'ai des zones vertes. Oui, très bien, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment les aménager, je ne sais pas comment les traiter. C'est des zones lisières, c'est des zones où on a des contraintes en termes d'usage ou de conflits d'usage. Et ben, l'OAP sectoriel va pouvoir venir apporter une réponse supplémentaire sur ces sujets où on va pouvoir décliner à une échelle très opérationnelle spatialement, finalement, les intentions qu'on va avoir sur les ambitions de restaurer les connectivités écologiques en créant des parcs, des allées végétalisées, ce genre de choses. Donc là, je vous ai mis par exemple l'exemple, il me semble que c'est Noisy-le-Grand, il apparaît plus, d'une OAP assez conséquente qui vise à tracer finalement toutes les ambitions de végétalisation qu'il y a à l'échelle de la ville. Il ne faut pas oublier, donc là je redézoome un peu, que les OAP ne sont pas le seul outil. L'adaptation des PLU et des PLUI aussi est une manière d'intégrer les connectivités. Il y a pas mal de sujets, je ne vais pas les détailler, ils sont très bien détaillés par l'OFB. Il y a pas mal de statuts juridiques qui peuvent être donnés à des zonages pour justement préserver, renforcer certains éléments qui aujourd'hui font réservoir de biodiversité. Et j'entendais encore Gennevilliers tout à l'heure qui nous parlait de coefficient de pleine terre. Définir des niveaux seuil, des niveaux de performance dans les PLU, dans les PLUI avec des coefficients, là aussi, est une solution intéressante pour intégrer ce sujet des connectivités. On se rend compte que le sujet il est complexe. Quand on voyait la liste de documents de planification, on se dit waouh, c'est assez vertigineux tout ce qu'on fait. Et finalement, ce sujet-là, il est porté par des urbanismes majoritairement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit plus. La biodiversité, c'est un sujet voilà, d'expertise, mais pas que, c'est un sujet pluriel. Aujourd'hui, quand on parle de biodiversité, bah, c'est un sujet qui est pris en main par les urbanismes, qui est pris en main par les directions espaces verts, par les directions même stratégiques. Et finalement, il concerne à la fois les riverains, les agences de l'eau. Et mon propos aujourd'hui, c'est de se dire que quand on planifie la trame urbaine, quand on planifie la ville, il est important de s'accompagner de professionnels, d'experts. Donc, c'est un peu tous les métiers en log. Il y a évidemment l'écologue que je représente aujourd'hui, mais pas que. On parlait des sols tout à l'heure, donc il y a aussi les pédologues, il y a les hydrologues qui ont une importance aujourd'hui primordiale au regard notamment des risques climatiques et des stress qu'on est en train de subir. Et j'ai envie de rajouter aussi le sujet des sociologues. De plus en plus, on se rend compte que pour fédérer sur un territoire, on peut, nous en tout cas, passer par des agences de concertation qui sont plutôt des profils sociologues et qui permettent d'améliorer l'acceptabilité de ces projets à l'échelle de la ville. Petit aparté, s'engager, c'est important. L'OFB a lancé il n'y a pas longtemps un appel à projet qui s'appelle Territoire engagé pour la nature. C'est un terreau vraiment d'expérimentation pour fédérer des acteurs très différents, pluriels d'un territoire, donc des acteurs du développement économique, mais aussi des acteurs publics, des gens issus des représentations citoyennes pour porter le sujet de la biodiversité. Et justement, comment on peut mobiliser tous ces acteurs? Comment on peut les mobiliser? Bah, c'est une bonne question. Hervé, tout à l'heure, soulignait ce sujet des 70%. Donc, il me semble que je l'ai retrouvé. Ça vient d'une étude du CEREMA. C'est un chiffre qui est intéressant parce qu'il dit que 70% des surfaces mobilisables pour la biodiversité ne dépendent pas des collectivités, mais plutôt des propriétaires privés, des entreprises, voire des associations. Ce qui signifie que finalement, la collectivité, comme Gennevilliers et Aulnay nous l'ont expliqué, ne suffisent pas à porter un engagement pour recréer, restaurer des connectivités écologiques à l'échelle du tissu urbain. Mais en tout cas, l'élément moteur, l'élément principal. Donc là, j'ai fait une petite liste à la Prévert pour synthétiser globalement les grands engagements. Donc d'une part, la collectivité doit évidemment porter un engagement politique fort. Pour ça, il y a les agendas 21, les conventions des maires qui peuvent aider. On peut aussi créer
des instances de concertation qui permettent de fédérer et de renforcer. Je pense à la métropole de Rennes qui avait créé ça il y a déjà quasiment 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, un conseil local de la biodiversité. Pardon, je suis en train de changer en tapant sur la télécommande, je m'excuse. Euh, tout ça permet finalement de définir des plans d'action qui aujourd'hui doivent notamment s'aligner avec la stratégie nationale de biodiversité 2030, stratégie d'ailleurs qui fixe pour objectif de former l'ensemble des maires de plus de 30 000 maires en France, de les former à la biodiversité. Et moi, j'appelle toutes les collectivités aujourd'hui à appeler des écologues pour venir les former sur place, mais aussi former leurs équipes, parce que quand on maîtrise un sujet, quand on est sensibilisé, c'est comme ça on arrive à le mettre en place. Et puis, on a entendu aussi tout à l'heure les événements relatifs aux fêtes de la nature. C'est un moyen de fédérer les porteurs économiques, de fédérer les citoyens lors de ces journées. Et je trouve ça très intéressant. Une fois que les collectivités ont lancé cette dynamique, il faut évidemment aussi fédérer les entreprises, les associations, en développant des partenariats avec les acteurs locaux et en soutenant les initiatives locales qui peuvent être prises sur les sujets de biodiversité. Et enfin, quand on est gestionnaire d'actifs, utilisateur, propriétaire ou copropriété, le gros sujet, ça va être comment on requalifie, par exemple, les espaces verts, comment on adapte la gestion de ces espaces et comment on fait de ces espaces verts un outil qui permet d'apporter de la pédagogie auprès de mes occupants ou auprès de mes habitants. J'avais rajouté cette petite slide, c'était juste pour inspirer, c'est par rapport à la métropole de Lyon. L'exemple du marathon de la biodiversité de la métropole, donc c'est en lien avec l'agence de l'eau Rhône-Alpes Méditerranée Corse. Donc, ce pas des gens qui courent, c'est juste qu'ils ont réussi à mobiliser un fonds qui permet d'accompagner les porteurs publics et privés à la restauration, renaturation d'espaces qui participent à la connectivité écologique, comme ici des haies. Et ils ont appelé ça marathon parce que c'est 42 mares et 42 km de haies qui seront constituées à terme d'ici 2026. Merci Maxime pour cette vision à l'échelle territoriale. Maintenant, le questionnement qu'on a envie d'avoir, c'était justement si je suis aménageur, si je suis promoteur, comment j'arrive à connaître l'impact de mon projet, qu'il soit positif ou négatif sur les trames urbaines, puisque on a les outils qui sont présents, l'OAP, comme tu en as parlé, les cahiers des charges qui sont présents, mais concrètement, comment je fais en tant que promoteur pour comprendre mon impact? Effectivement, c'est une question intéressante. Donc là, on redescend d'échelle, on passe vraiment à l'échelle de l'aménagement, du métier d'aménageur qui existe d'ailleurs chez certains promoteurs. Donc, nous, la méthodologie qu'on trouve intéressante, c'est évidemment celle de l'indice potentiel de connectivité appliquée à de la scénarisation. Ce qui signifie qu'on va établir un état initial de l'occupation des sols, qu'on va projeter un état post-projet, c'est-à-dire que là, on a pris l'exemple de deux quartiers sur lesquels on souhaitait avoir un aménagement à l'échelle d'un quartier. Et après, on va voir, grâce à l'indice de potentiel de connectivité, quels sont les gains de connectivité qu'on espère à l'échelle de ces projets. Donc, plus c'est vert, plus finalement mon projet va être vertueux et c'est un moyen de scénariser, voire de challenger un projet et de se dire peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas assez, enfin, sur ma carte, il n'est pas assez vert et du coup, comment je prévois la conception de ce projet pour le rendre plus favorable à la biodiversité. Je vais revenir rapidement sur un article. Alors, c'est un peu rigoriste comme approche, mais l'article R122.5 du Code de l'environnement, aujourd'hui, auquel nous on répond quand on fait des études d'impact, précise qu'on doit prouver finalement la manière dont un projet se connecte à son environnement. On doit traiter du sujet des connectivités. C'est un sujet, en tant qu'écologue, et je l'avoue, avant cet indice, qu'on avait du mal à traiter par cartographie, qu'on avait du mal à gérer et qui était fait de manière plutôt qualitative. Donc voilà, aujourd'hui, on a une manière, une méthodologie à intégrer dans les études d'impact pour voir finalement la conformité de notre projet d'aménagement par rapport aux connectivités écologiques locales.
Une fois qu'on a scénarisé, qu'on a cartographié, là encore, ça ne suffit pas. On doit passer à l'échelle de la prescription. Donc ça, il y a deux formidables outils que les aménageurs connaissent par cœur, les AMO environnement aussi. D'une part, le CPA-UPE, d'autre part, la fiche de l'eau qui décline à une échelle plus opérationnelle ces sujets. Donc dans le CPA-UPE, on a bien cette ambition d'architecture, d'urbanisme, de paysage. J'ai presque envie de rajouter un B quelque part pour parler de la biodiversité. C'est dans un CPA-UPE qu'on peut rajouter les sujets des principes généraux de connectivité, de comment on va traiter les limites privatives, comment on va traiter notamment les voiries, leur qualité, les palettes végétales qu'on va imposer et les modules paysagers qu'on va imposer à l'échelle d'un projet d'aménagement pour justement faire connexion. Ce n'est pas parce qu'on végétalise qu'on fait connexion, c'est parce qu'on végétalise de la même manière que le boisement d'à côté, on crée de la connexion. Et tous ces sujets peuvent être évidemment intégrés dans un CPA-UPE. Quand je suis promoteur, parfois je suis un peu démuni finalement pour intégrer le sujet de la connectivité parce que je n'ai pas l'historique, je ne fais pas forcément l'analyse cartographique. Et c'est tout l'enjeu de faire le lien entre un CPE et la fiche de l'eau et que l'aménageur impose aussi dans les fiches de l'eau des sujets relatifs à la connectivité. Donc, la fiche de l'eau va permettre d'intégrer l'existant et notamment les résultats des études écologiques, de localiser les espaces végétalisés à préserver, à renforcer enfin, ou même à planter. Et la fiche de l'eau va permettre aussi de définir des niveaux de performance. Par exemple, on parlait des coefficients de pleine terre, ça peut être aussi un CBS, donc coefficient de biotope par surface, méthodologie ADEME ou autre, j'en passe. Voilà, c'est vraiment une fiche très technique qui permet d'aborder tous ces sujets. Et Hervé le disait tout à l'heure, le sujet des labels ou des certifications, globalement, c'est des référentiels dans lesquels on va avoir tout un tas de méthodologies qui, à terme, participent aussi à intégrer ce sujet de la connectivité urbaine. Merci Maxime. Et peut-être une dernière question justement. Comment on peut traiter ce sujet de la connectivité écologique sur des sites exploités, sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette vision de reconstruire la ville sur la ville, je dirais à l'échelle des foncières, des bailleurs, de se questionner vraiment sur l'intégration de la biodiversité au sein de son patrimoine. Peux-tu nous faire un retour sur ça? Oui, bien sûr. Bah, je vais prendre l'exemple de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est un super terrain de jeu parce que finalement, c'est là où on a plein de données, c'est là où on a plein d'acteurs économiques. Et nous, on a, Hervé le disait très bien tout à l'heure, développé un indicateur de potentiel de connectivité complet à l'échelle de l'ensemble des communes d'Île-de-France. Donc, ce travail nous permet aujourd'hui deux choses. La première chose, c'est si je suis une foncière et que j'ai un patrimoine d'actifs, d'avoir une méthode de notation par actif. Donc là, on a repris un peu l'exemple du DPE, donc mon étiquette de contribution de mon actif à la connectivité. L'idée, c'est que pour chaque actif, il adressait en première approche la valeur de maille de son adresse, ce qui signifie en gros que en fonction de là où je suis situé, j'ai une note qui m'est attribuée qui va de A à E et qui me permet d'avoir une idée de mon potentiel de connectivité de l'actif. Ça ne veut pas dire que mon actif aujourd'hui il est efficace d'un point de vue connectivité écologique et biodiversité, mais en tout cas qu'il a un potentiel assez intéressant pour, à terme, pourquoi pas établir des actions favorables au renforcement de cette connectivité et du coup de prioriser finalement comment je mets en place mes actions sur ces sites. J'ai essayé de faire une petite analyse. Donc, je remercie Massy pour ces slides. J'ai essayé de faire un petit exercice de je suis une foncière et finalement, j'ai 87 actifs répartis en Île-de-France et ils sont répartis comme suit. Et on se rend compte que si je prends les actifs classés A et B, donc 27 actifs, quasiment un tiers de mon patrimoine, j'ai déjà une priorisation naturelle qui est faite et qui me permet d'avoir une listing des actifs sur lesquels je dois avoir une attention, un plan d'action à mettre en place. Ça ne suffit pas forcément parce que finalement, ce n'est pas parce que j'ai un potentiel important en termes de situation que je peux mettre en place toutes les actions que je veux de revégétalisation. Peut-être que mon actif il est imperméabilisé, peut-être que finalement, je n'ai que des toitures végétalisées et ça ne permettra pas de venir renforcer considérablement
les connectivités à l'échelle du territoire. Donc, on peut le croiser, on peut créer ce qu'on appelle une étiquette de performance biodiversité d'un site. Donc, c'est de définir sa valeur d'un point de vue potentiel de connectivité, donc définir son IPC et de venir le croiser après avec des données de reporting que vous pouvez avoir, vous, en interne, que vous soyez gestionnaire d'actifs ou foncière. Ça peut être la surface du site. On peut partir de l'hypothèse que plus mon site est grand, plus j'ai de leviers d'action pour finalement intégrer la biodiversité. Mais ça peut être aussi, si vous avez déjà des démarches engagées plus fines, de croiser mon IPC avec un coefficient de biotope par surface, avec des coefficients de pleine terre, des coefficients de végétalisation. C'est un sujet qui avait été évoqué lors du dernier webinaire dans le cadre du PLU bioclimatique. Donc voilà, on a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qu'on peut valoriser, qu'on peut pondérer pour établir une étiquette de performance biodiversité qui permet à la fin de sélectionner peut-être les 10 actifs sur lesquels je souhaite avoir un plan d'action ambitieux de restauration des connectivités à l'échelle territoriale qui, à l'échelle de mon actif, se caractérisera par une requalification de mes espaces extérieurs et de mon bâtiment. Je voulais rajouter aussi le sujet distance d'un site naturel protégé. Aujourd'hui, ce sujet, c'est un sujet que nous, on utilise beaucoup à l'échelle métropolitaine, mais finalement qui n'est peut-être pas adapté à l'échelle de l'Île-de-France parce que dès lors que vous êtes en plein Paris, vous êtes un peu moins concerné par le sujet. Pour revenir sur ce sujet des distances d'un site naturel protégé ou patrimonial, aujourd'hui, on voit bien qu'avec les sujets de réglementation européenne, de taxonomie, de CSRD, de plus en plus d'acteurs vont être sensibilisés à cet indicateur. La CSRD est applicable dès le 1er janvier. Est-ce que du coup, tu penses que la connectivité et l'IPC peut être un lien justement avec cette CSRD? Bah, la réponse est oui. Non, en fait, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la CSRD, mais en fait, c'est une directive européenne qui vise à homogénéiser le reporting des entreprises sur leurs performances en matière de durabilité. Et dans cette CSRD, du coup, il y a toute une partie qui concerne donc, le SRS 4, qui concerne la biodiversité. Aujourd'hui, on est en anticipation des attendus et de la manière dont on va être audité sur ces sujets de CSRD. Je dis ça parce que finalement, la CSRD, elle part du principe de double matérialité. Et dans cette double matérialité, il y a d'une part toute la partie financière et puis d'autre part plutôt la partie experte, à dire d'expert. Et c'est sur cette partie-là, on va pouvoir développer des indicateurs intéressants. Donc aujourd'hui, je soulignais tout à l'heure l'indicateur de distance par rapport à une aire protégée. C'est un élément contextuel qui permet d'apprécier de manière assez macro la pression exercée sur des habitats ou des espèces rares. Je souligne la notion d'habitat ou d'espèces rares parce que cet indicateur, on le retrouve beaucoup. Nous-mêmes, on l'a pendant longtemps utilisé. Et quand on est en Île-de-France, on se rend compte que ça ne suffit pas aujourd'hui à prioriser, à qualifier des actifs. Et en fait, il ne faut pas parler que des espèces, des habitats rares. Il faut aussi parler de la biodiversité ordinaire qu'on a cité tout au long de ce webinaire. Et c'est pourquoi l'IPC, finalement, il est intéressant parce que lui, il vient mesurer l'impact du projet ou, à minima, son potentiel de contribution et en lien avec les espaces naturels, les réservoirs de biodiversité et la biodiversité ordinaire des villes. Et c'est peut-être là le point le plus intéressant parce que finalement, c'est pas les espèces rares présentes dans une zone naturelle protégée en Normandie qui vont faire service écosystémique pour moi, mais c'est vraiment la biodiversité du quotidien qui va m'aider à mieux vivre dans mon environnement qui est la ville. Merci beaucoup, Maxime, et merci à tous nos intervenants. Euh, ce qu'on peut retenir au final, c'est, si je reprends les mots dont on a parlé de restauration, on a parlé d'outils de planification, on a parlé de bailleurs, de pavillonnaires, on a évoqué le fait de s'émerveiller sur les sujets de la biodiversité, de l'animation. Au final, on se rend bien compte que ce sujet de la connectivité écologique peut vraiment devenir l'outil de planification et de lead de la prise en compte de la biodiversité dans le milieu urbain. Donc, merci à l'ensemble de nos intervenants. On peut les applaudir, s'il vous plaît.
Merci aux personnes qui nous écoutent en ligne et je vous propose de passer à un temps de questions éventuellement. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Pas de questions dans la salle pour l'instant. C'est toujours compliqué de se lancer. Il y a une question de Pierre Sachot, peut-être pour Hervé. Pourquoi, Hervé, avoir choisi une méthode de discrétisation selon les quantiles et pas selon une autre méthode qui pourra minimiser la variance de la connectivité? Non, mais enfin, il y a beaucoup de. C'est une excellente question. De toute façon, l'analyse statistique des résultats, la façon dont on le regarde est un point important. Dans cette première approche, nous avons choisi une méthode simple de classification par ordre d'importance. Il est bien sûr qu'il nous faut affiner cette méthode. Par exemple, nous avons regroupé dans l'indicateur toutes les trames en considérant qu'une trame est égale à une autre trame qui est égale à une autre trame. Et bien sûr, ça varie selon les territoires. Si on prend l'exemple que je vous ai invoqué de Gennevilliers, la trame forestière est moins importante que la trame milieu ouvert. On a considéré que c'était égal par ailleurs. Donc, il y a des affinements à apporter au système. C'est une première approche. Je prends toujours l'exemple de la radiologie. On est au premier appareil de radiologie il y a 60-70 ans. Entre le premier appareil et les appareils actuels, on a affiné petit à petit les mesures, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a du mal, c'est tellement fin qu'on a du mal à analyser. Donc, je pense que c'est un indicateur qui doit être affiné, solidifié dans le temps avec nos partenaires pour avoir une meilleure justesse d'appréciation. Merci, Hervé. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres questions, peut-être dans l'Assemblée? Pas de questions? Ah, une question. Bonjour, Éric Toc, architecte. Vous parliez tout à l'heure il était évoqué les promoteurs tout à l'heure. Par rapport à mon exercice professionnel, je me suis rendu compte que beaucoup d'opérations immobilières faisaient complètement fi de la nature, des espèces, de la biodiversité. Donc, tout ce que j'ai entendu est très louable, c'est intéressant. Vous soulignez que c'était au début, au niveau de ces expériences, de ces mises en place. Mais je considère qu'il y a quand même plus qu'une urgence par rapport à ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, comme je le disais à l'instant, en précisant un peu plus, nombre d'opérations immobilières qui consistent à soit raser de l'ancien, bon, ça c'est une façon de voir les choses, ou soit même déshabiller complètement, annihiler les espaces verts, aussi petits ou soit aussi grands soient-ils. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de fond, parce que quand on aura réussi à éduquer d'une certaine manière je dirais la population des promoteurs immobiliers, on aura fait déjà, même si c'est une petite éducation ou sensibilisation, on aura fait déjà un très grand pas. Merci pour la question. Une réponse? Ah, c'est bon? C'est bon? Une première réponse, c'est que il se trouve que nous travaillons avec des acteurs de promotion qui sont intéressés par ces questions. Donc, il en existe. Après, l'autre enjeu de cet indicateur, il y en aura sûrement d'autres, mais justement, je pense qu'aujourd'hui, il manque des outils de sensibilisation des acteurs de l'immobilier sur cette question et de manière à traduire concrètement, ça veut dire quoi un enjeu de biodiversité, où est-ce que j'en ai un, et puis deuxième étape, on le voit dans les discussions avec les villes, c'est OK, je sais que j'ai un enjeu de biodiversité là, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais concrètement? Quelle action je fais? Et quand je fais ces actions, est-ce que ces actions ont un résultat en termes de biodiversité? Donc, c'est en sens que je dis que c'est un démarrage, c'est-à-dire qu'il faut non seulement donner des indicateurs pour que les gens puissent travailler et être sensibilité, collectivité, département, région, promoteur, constructeur, mais aussi il y a un véritable enjeu, je trouve aujourd'hui, c'est concrètement comment je traduis ça, qu'est-ce que je mets en place, quel effet il a. Vous avez une question aujourd'hui, c'est les alignements d'arbres. Est-ce qu'un alignement d'arbres a un rôle de biodiversité ou pas? Et aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de travaux, de recherche, de types d'implantation pour s'assurer que l'alignement d'arbres que l'on fait, qui a bien sûr des vertus esthétiques, qui a des vertus de fraîcheur, a-t-elle des vertus de biodiversité?
C'est typiquement une question aujourd'hui qu'on se pose, à la fois les aménageurs, à la fois les collectivités. Et il nous faut aujourd'hui construire des réponses argumentées sur le sujet, exactement comme il y a une dizaine d'années, quand on parlait des îlots de fraîcheur au début. Il n'y avait pas beaucoup d'outils pour mesurer quel était l'impact en termes de fraîcheur de la renaturation, où ça jouait, comment ça s'articulait avec l'évaporation, etc., etc. Je pense qu'il y a un même travail qui est à faire au niveau des. Je ne sais pas si c'est votre avis. J'aimerais juste donner un petit exemple. Alors, vous parlez de promoteur, et je vais donner juste un petit exemple très court sur Gennevilliers. Bah, enfin, il se trouve que le promoteur, là, c'était la ville, finalement, sur un petit espace d'1,5 hectare, un petit square sur la ville, où un projet avait été travaillé dans les années 2018 avec les habitants. Et manque de peau, ce projet, en fait, l'enveloppe budgétaire qui avait été allouée n'était pas du tout celle que le maire avait décidé. Il y avait une erreur dans le. Il dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire un projet à 1,2 million, ça sera moitié, donc vous retravaillez le projet, 2018. Hein. Et en fait, cet espace avait une richesse déjà en place. Et il se trouve qu'à l'intérieur de cet espace, il y avait une œuvre d'art, effectivement, qui était aussi là depuis les années 80. Vous voyez, donc et en fait, avant de travailler sur l'aménagement, bon, il y avait un paysagiste qui avait été missionné sur le sujet. On s'est dit, bah non, finalement, on rase pas tout, on essaie de comprendre un peu l'existant et tout ça. Donc, le paysagiste a été, enfin, extérieur a été écarté un peu du projet. Et en fait, le projet a été retravaillé en interne avec les services de la ville. Et en fait, d'une part, il y a eu recherche de l'artiste qui avait travaillé sur cette œuvre d'art avec, il en avait fait plusieurs sur la ville en faisant travailler pas loin de 1000 enfants, hein, quand même, dans les années 80, vous voyez. Il y a eu comment dirais-je, un travail d'inventaire LPO, effectivement, pour recenser la présence d'espèces en 2 heures d'écoute, je crois 13 espèces qui avaient été identifiées. Enfin, vous voyez, une petite accumulation comme ça d'indicateurs, je dirais, avant de faire le geste de travaux. Et le projet a été représenté avec tous ces éléments-là. L'artiste a été retrouvé, bien évidemment, il est toujours actif, était très intéressé de revenir sur le site pour faire évoluer son œuvre et tout. Et en fait, il y a eu un retravail, une représentation auprès des élus pour leur expliquer que de 2018 à 2023, ben voilà, on peut penser les choses autrement. Et en fait, le point crucial qui était là-dedans, c'était de leur dire, ben attendez, là, OK, il y a un projet qui va faire fi, effectivement, d'une strate en place, etc. Là, vous avez déjà un existant. Donc, on va tout faire pour garder cet existant. Alors, je passe l'inventaire, enfin, l'inventaire, comment dirais-je, l'expertise aussi sur la santé des arbres en place, etc., qui avait été faite aussi. Donc, on avait en fait toute la matière pour finalement ne pas repartir d'une page blanche, mais de retravailler par celle existant. Et en fait, il a fallu du temps, un peu de temps, mais c'est court finalement, en l'espace de 2-3 mois. On a pu comme ça revitaliser un projet et qui, en plus, en termes de sobriété, sera beaucoup moins coûteux, si vous voulez. Donc, et là, on a eu une réunion de quartier il y a 2 semaines avec les habitants, les élus du secteur du quartier. Enfin, les gens sont complètement là. Ils vont en plus avoir un résultat tout de suite, une offre, un usage immédiat, je dirais très rapidement sur un projet. Donc, et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au promoteur, c'est la même chose. En fait, faut vraiment faut passer la porte, quoi. Enfin, c'est au-delà de grosses convictions, quoi. Merci beaucoup. Et je rajouterais surtout qu'ils ne nous ont pas encore rencontrés. Bonjour tout le monde, je suis architecte doctorante. Je viens de finir d'écrire justement une thèse au cours concernant l'interaction entre le projet urbain et le paysage, sous la direction de M. Augustin Berck, d'où le slogan justement, il s'agit de renaturer la culture et de reculturer la nature. Ce qui est intéressant dans ce projet justement, et ce qui est nouveau pour moi, et ce qui est indispensable, c'est l'introduction de la notion de la biodiversité, vu que dans mon domaine d'architecte, on l'utilise qu'en matière d'écriture. Voilà. Donc, au cours de ma recherche, justement, que je voudrais bien partager avec vous 5 minutes peut-être, il s'agissait justement de définir toutes les entités existantes, le paysage morphologique, paysage topographique et paysage justement culturel. Ce qui est intéressant, donc, ce que je trouve avec tout ce projet
ces projets justement exposés, c'est de revoir un petit peu toute la notion des limites des entités. Parce qu'au fait, la ville, finalement, c'est un revers d'un gant, c'est-à-dire, vu que tout est urbanisé déjà en Île-de-France, pratiquement, donc il s'agit de revoir un petit peu toutes les limites historiques et les entités historiques pour retrouver justement une base naturelle que l'on puisse retrouver par la suite. Et justement, c'était ça un petit peu tout le déroulement de ma recherche. Et actuellement, même dans les zones urbanisées, justement, on peut retrouver et reprendre, repêcher toutes les petites friches naturelles. Donc, ce que je voulais justement, où est-ce que je voulais arriver, c'est que à travers toutes les cartes que vous avez montrées, toutes les zones pavillonnaires, par exemple, toutes les zones morphologiques en général, c'est la trame bâtie, à partir nous pouvons justement reprendre des fonds historiques et reprendre tout ce qui était, comment on dit, tout ce qui appartenait ou tout ce qui peut se convertir ou pas convertir, tout ce qui peut se transformer à la nature. C'est-à-dire, nous avons des friches, par exemple, militaires, abandonnées, par exemple. Nous avons des anciens forts, des anciennes fortifications que l'on puisse reprendre pour des éventuelles urbanisations vertes. Donc, par contre, cette dimension de biodiversité, celle-ci, j'aurais aimé justement échanger avec vous par la suite. Juste dire, c'est que, on l'a indiqué, c'est qu'on fait de la biodiversité en milieu urbain, donc c'est forcément en milieu anthropisé. Donc, les questions d'esthétique, les questions de passé, d'intégration du passé, les discussions qu'il peut y avoir sur un lieu entre la partie artistique, la partie historique, la partie biodiversité, etc., la partie usage, doivent être intégrées. On ne peut pas avoir qu'une vision sur un seul axe. Merci Hervé, et merci pour votre question. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Une dernière question de Laurent Miguet, qui est en visio, que je salue d'ailleurs, qui est une question plutôt pour les collectivités. Est-ce que avez-vous l'intention de recourir à des OAP thématiques pour traduire opérationnellement l'indice de potentialité de connectivité écologique? Et ça va être assez rapide dans notre cas, parce que pour l'instant, non. Je ne sais pas si du côté de Gennevilliers, il y a quelque chose. En tous les cas, ce qui a été évoqué tout à l'heure, on ne va pas manquer d'en parler à nos collègues, hein, mais là on a un blanc. Sac des Chantraines, c'est le cas déjà. D'accord, on est déjà là-dessus. Bon, apparemment, il y a une ZAC qui est en cours, effectivement, en face du parc des Chantraines, qui a pris ce parti pris, effectivement. Il y a actuellement en région parisienne des OAP tram verte et bleue et tram écologique. Hein. Donc, après, il y a toute l'articulation tram et paysage, justement. Bon, est-ce qu'on articule là, tram, paysage, les OAP tram, paysage, agriculture, que tu as évoqué. Donc, il y a ces articulations qui sont en cours, mais je pense que c'est très intéressant d'avoir des approches de ce type. Je vous remercie beaucoup. On va pouvoir clôturer cette matinée. Et vous pourrez nous retrouver au mois de décembre, le 5 décembre, pour justement passer sur les applications concrètes de cette approche des connectivités au regard justement du génie écologique urbain. Merci à tous pour votre écoute et merci pour les personnes en visio.